Salut à tous et bienvenue sur la TV du Mondial. Comme chaque jour, je recevrai des experts pour parler de voitures connectées, autonomes et de technologies vertes. Notre débat du jour sera consacré au cockpit du futur. Vous verrez à quoi ressembleront les écrans et les sièges connectés de demain. Et comme chaque jour, la start-up du jour et la minute verte. C'est parti pour 50 minutes d'innovation. Et comme chaque jour, la revue de presse techno avec Cindy Lavru du CCFA. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu repérais pour nous dans les journaux? Alors, trois infos. Donc, Navia qui a levé 30 millions d'euros. L'université américaine de Kettering qui a lancé un centre de recherche sur les voitures autonomes et connectées. Et la start-up suédoise Unity qui mise sur le financement participatif. Alors, on commence donc par Navia, donc le spécialiste des navettes autonomes, qui récolte donc de nouveaux fonds. Voilà, donc Navia, comme tu as dit, c'est un spécialiste de navettes autonomes. Il a déjà des navettes qui circulent à Lyon. Et il a levé 30 millions d'euros via une augmentation de capital. Donc il y a la filiale de la SNCF Keolis, l'équipementier Valeo et une entreprise qatari qui s'appelle Group 8. Le Qatar, ils sont partout, hein, PSG, voilà. Navettes autonomes. Voilà, donc maintenant ils sont entrés au capital de Navia. Et par contre, l'actionnaire historique Robolution reste majoritaire dans la société. Et donc avec cette augmentation de capital, Navia a dit, je cite, avoir les moyens de s'attaquer aux marchés internationaux. Bon, fantastique. Alors, deuxième info du jour, c'est donc la voiture autonome, toujours avec un centre de recherche aux États-Unis. Voilà, donc dans l'université de Kettering, qui se situe à Flint, dans le Michigan, ils ont ouvert un nouveau centre de recherche et développement sur les voitures autonomes et connectées. Donc, notamment, General Motors a donné 2 millions de dollars pour participer au financement de ce centre. Et en fait, l'objectif, c'est de développer et de tester des voitures autonomes. Et aussi, ce sera aussi de rechercher sur les technologies de systèmes de communication, véhicule à véhicule et véhicule à infrastructure. Alors, on termine par le financement participatif d'une voiture électrique suédoise. Voilà, donc c'est une petite start-up, Unity, qui veut lancer une voiture électrique dédiée au milieu urbain. Et petite originalité, ils ont fait une campagne de financement participatif qui a plu aux internautes, puisque en seulement 4 heures, ils ont récolté 63% de leur objectif, qui était quand même fixé à 500 000 euros. Et au 6 octobre, ils étaient à 83% de leur objectif. Et donc les équipes de Unity ont déclaré que si la campagne de financement était un succès, ils visaient des concrétisations dès 2017. Et les internautes qui auront participé détiendront une participation cumulée de 5,1% dans Unity. Merci Cindy et à demain. À suivre des réservoirs pilotés par électronique. La question du jour, on parle donc des réservoirs de demain. À quoi vont-ils ressembler? Et on en parle avec Jean-François Bérard. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes en charge de la recherche pour la branche auto-énergie au sein de Plastic Omnium. Absolument. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il n'y a rien de plus commun qu'un réservoir de voiture. C'est du plastique, c'est gros quand sur les grosses voitures. Et pourtant, il y a beaucoup de techniques derrière. Absolument. Et pourtant, il y a beaucoup de techniques. C'est un produit qui évolue avec le temps, comme l'automobile en général. Et on va vers les véhicules connectés, on va aussi vers les réservoirs connectés. Puisque pour des véhicules hybrides aujourd'hui, eh bien, il est important de gérer la pression à l'intérieur du réservoir. Alors on va découvrir en image ce que vous faites naturellement. Alors pour le diesel, il y a en plus un réservoir pour l'urée, c'est un additif sur les véhicules Euro 6. Absolument, le réservoir d'additif AdBlue existe maintenant depuis quelques années et va être généralisé sur tous les véhicules en Europe. C'est un réservoir qui contient donc un liquide qui permet de dépolluer les moteurs diesel des monoxydes d'azote. Donc ça veut dire qu'il y a 2 réservoirs sur Il y a 2 réservoirs dans ce véhicule, c'est absolument formidable pour notre entreprise. C'est aussi une façon de faire des diesels propres, puisque le diesel finalement pollue, mais on peut le traiter. Il y a eu beaucoup de discussions autour du Dieselgate. Aujourd'hui, on sait faire des diesels propres. Alors, il y a aussi l'impact de l'électrification, parce que quand on rajoute de l'électrique dans une voiture, eh bien, on diminue la taille du réservoir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on diminue un peu la taille du réservoir, puisqu'on roule un peu plus souvent à l'électrique. Néanmoins, on a quand même besoin d'avoir un moteur thermique et un réservoir à carburant pour permettre d'obtenir la distance souhaitée, c'est-à-dire au-delà de 500-600 km. La grande nouveauté sur le stand Plastic Omnium, c'est donc le réservoir à hydrogène, car vous allez dans cette nouvelle forme d'énergie.
Absolument. Donc c'est une décision stratégique du groupe de s'engager dans le stockage de toute forme d'énergie, y compris d'hydrogène. Et donc à ce titre-là, nous développons maintenant des réservoirs à hydrogène 700 bars pressurisés. Donc une très grande pression à l'intérieur du réservoir, mais qui permet de stocker entre 1 kg et 5 kg d'hydrogène pour faire entre 100 et 500 km en fonction du souhait du constructeur. Et sur l'hydrogène, donc vous travaillez avec une start-up israélienne, enfin il y a une coopération. Absolument, donc le groupe a signé une joint venture avec une entreprise israélienne qui s'appelle Elbit pour développer une pile à combustible. Le réservoir à hydrogène, on imagine qu'au niveau des normes de sécurité, c'est un petit peu plus élaboré que sur un réservoir classique. Alors absolument, quand on a un réservoir à carburant conventionnel ou pour des PHEV, on parle de 300-400 millibars. Les PHEV sont donc des hybrides rechargeables. Hybrides rechargeables. Donc on parle de 300-400 millibars. Quand on parle de réservoir hydrogène, c'est 700 bars. Donc c'est très important. Donc effectivement, il faut faire très attention. Il faut développer des réservoirs qui sont en composite, donc plus légers que des réservoirs métalliques, mais qui doivent effectivement respecter toutes les normes de sécurité en matière d'explosion, en matière de fuite. Donc c'est une technologie très pointue. Et ça, pour quel horizon? Vous fixez quel horizon? Alors l'horizon aujourd'hui, il est finalement existant, puisqu'il y a déjà plusieurs véhicules qui existent. Il y a la Toyota Mirai, il y a la Hyundai X35, donc il y a un certain nombre de constructeurs qui vont dans cette direction-là. Néanmoins, on n'est pas sur du marché de masse. Le marché de masse, pour nous, est à l'horizon 2025-2030. Merci Jean-François Bérard. On se retrouve dans un instant pour présenter une caméra connectée. Et on accueille à présent Marie Laloy de Citroën. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes en charge du digital. Alors, on va parler d'un équipement qui est vraiment au cœur de la nouvelle C3. C'est une caméra connectée et vous l'appelez-vous la Connected Cam. Exactement. Alors, la Connected Cam est directement intégrée dans la nouvelle C3. C'est une caméra qui permet de capturer des moments de road trip avec la nouvelle C3. Donc, d'un simple clic avec ce doigt-là sur la caméra qui se trouve juste derrière le rétroviseur central, vous pouvez prendre une photo en même temps ou bien prendre une vidéo. Donc ça c'est la fonctionnalité de partage. En fait, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire partager à mes amis un bel itinéraire que je suis en train de faire, c'est possible. Alors imaginons que vous croisiez une licorne. Oui, ça arrive régulièrement, bien sûr. Un radar. Tiens, j'ai une bonne idée. Tiens. Un troupeau de lamas. Un troupeau de licorne, oui. Vous Ils pouvez, ont beaucoup d'imagination chez Citroën. Vous pouvez d'un simple clic, ou un panda qui traverse la rue, vous pouvez d'un simple clic prendre une photo, ou bien d'un clic long prendre une vidéo. Cette vidéo ou cette photo va être directement enregistrée dans cette Connected Cam, mais également appairée dans le smartphone du véhicule via une application mobile disponible sur Android et iOS. Et vous pouvez choisir soit de partager automatiquement l'ensemble de ces photos et de ces vidéos. C'est-à-dire que la voiture, en fait, automatiquement va envoyer les séquences. Exactement, exactement. Et le smartphone, via le smartphone sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez paramétrer soit un partage automatique sur les réseaux sociaux ou bien un partage manuel. Sur le plasma, ça, c'est la première fonctionnalité de cette Connected Cam. Il y a l'aspect sécuritaire aussi. Exactement, il y a aussi l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire qu'en cas d'impact, la caméra qui enregistre en permanence à une sorte de mémoire tampon qui permet de sécuriser une séquence de 30 secondes avant l'impact et 1 minute après l'impact, donc une séquence de 1 minute 30 correspondant à l'accident que vous avez pu avoir. C'est ce qu'on appelle la dashcam, c'est un équipement qui est très courant aux États-Unis, en Russie, dans beaucoup. Oui, en Chine, c'est vrai aussi. Et donc vous êtes le premier constructeur à l'intégrer en série en tout cas. On est le premier constructeur à l'intégrer en série directement dans la voiture, donc plus besoin de fil qui pendouille, de ventouses ou autre. Elle est vraiment complètement intégrée au véhicule et surtout avec une fonctionnalité qui correspond bien aux valeurs de marque de la marque Citroën qui sont Be Different, Feel Good, avec tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux. La caméra a été co-développée avec Garmin, un grand nom de l'automobile. Oui, je pense que c'est gage de qualité sur cette caméra, qui est une caméra Full HD qui prend 120 degrés avec une capacité de stockage de 16 Go. Alors le coût de l'option de cette caméra? Alors on est sur une option à 270 € sur les niveaux Feel et Shine de la nouvelle C3.
Alors évidemment, c'est le genre d'équipement qui contribue en fait au rajeunissement que vous recherchez au sein de la clientèle. Tout à fait. Je pense que ça correspond aux usages des millennials qui partagent de manière très spontanée l'ensemble de leurs expériences sur les réseaux sociaux. Il y a un côté aussi plus sécuritaire, c'est-à-dire que on n'utilise pas son smartphone pour faire une photo. Il y a un simple clic, c'est complètement intégré au cockpit du véhicule. Donc c'est bien en phase avec la problématique de rajeunissement de la marque Citroën. Par ailleurs, cette nouvelle Citroën C3, elle a sa propre page Facebook, puisqu'elle prend elle-même, tel un humain. Vous allez me dire que c'est elle qui l'a mis à jour toute seule, en fait, c'est ça? Exactement, c'est elle qui prend en photo un certain nombre d'expériences qu'elle peut vivre, dont des expériences mondiales. Donc je vous encourage à aller sur la page Facebook de la nouvelle C3, qui partage à la fois vidéos et photos depuis sa naissance. Ils sont forts chez Citroën quand même. Avant même la voiture autonome, c'est carrément la page Facebook autonome qui a été mise en place. Merci. Bon, et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres modèles soient équipés à terme de ce type de caméra? C'est envisageable. Pour l'instant, pas encore figé sur le plan produit à venir, mais c'est tout à fait envisageable. On verra quel est le succès d'accueil de cette fonctionnalité de la nouvelle C3. Voilà, et ça marche donc avec les pandas, mais aussi avec les piétons, avec les beaux sites qu'on traverse sur les routes de France. Et toutes vos vacances via la Connected Cam Citroën. Merci Marie Laloy. On enchaîne avec le débat techno du jour. Et notre débat est consacré au cockpit du futur. Ce matin, nous allons parler d'écran, de sièges connectés et d'ambiance lumineuse. Tout cela sera très visuel car nous allons vous montrer les intérieurs de plusieurs concept cars. Avec moi en plateau, Andreas Vlasak, directeur du design chez Faurecia. Bonjour. Bon, on pourrait dire en quelque sorte le Karl Lagerfeld de l'automobile. Je présume qu'on a dû vous la faire plusieurs fois. Le lire, voilà. Mais c'est un compliment, c'est un compliment. Je le prends comme ça. Évidemment, nous allons parler de la mode avec tous les beaux intérieurs. Nous avons Philippe Nemeth qui représente l'ISD Rubica, donc école de design à Valenciennes. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors nous avons d'ailleurs un des élèves de cette école, Gaëtan. Bonjour. Et Gaëtan va dessiner pendant que nous allons faire ce débat et nous on verra donc ton dessin en fait. Ce que ça t'inspire, le cockpit du futur. Et pour compléter ce tableau, Vincent Tabel, qui représente la marque Lexus en France. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez un très très beau concept car et on va d'ailleurs le regarder tout de suite en image. Il s'appelle le Lexus UX. Et donc ce concept, non seulement donc, il est un petit peu spectaculaire quand on regarde la forme extérieure, mais le plus beau se trouve à l'intérieur, avec des ambiances vraiment très sympathiques. Alors on parlera de ses différentes caractéristiques, notamment de son siège kinétique qui fait parler beaucoup de lui. Alors, est-ce qu'on peut dire en un mot d'abord, Vincent Tabel, que Lexus se lâche un peu, parce que jusqu'à présent, Lexus c'était des voitures sages. Là, vous allez un petit peu fort, hein? On pourrait dire que Lexus aujourd'hui devient de plus en plus audacieux, surtout en termes de design, on le voit déjà avec la gamme actuelle. Et dans le futur, là avec le concept UX, on voulait vraiment montrer comment Lexus envisage le SUV compact, urbain, connecté, avec un design à la fois extérieur et intérieur qui sont très audacieux, que ce soit en termes vraiment de forme et que ce soit aussi en termes de technologie. Alors Andreas Vlasak, j'imagine que vous aviez entendu parler de ce concept, vous voulez peut-être regarder d'un peu plus près? Un petit peu quand même, oui. Donc ce que j'aime beaucoup de ce concept-là, c'est quelque chose que nous faisons chez Faurecia, c'est travailler à la fois la magie du numérique, du digital, tout le monde en parle aujourd'hui, mais chez Lexus, vous l'avez aussi associé à la magie du physique, de l'authentique, des matériaux, justement de la partie que je touche avec mon corps, notamment le siège. Donc j'aime bien de ne pas oublier la partie physique, parce qu'on est quand même des êtres humains qui touchent des matériaux vrais. Et justement, on en parlera plus dans les détails tout à l'heure. Même question pour Philippe Nemeth, et je précise que vous êtes commissaire général pour l'expo de Concept Car dans le cadre du Festival international automobile de Paris. Oui, absolument. C'est pour ça que les concept cars m'intéressent particulièrement. Et je sens que vous allez prendre contact avec Lexus pour sans récupérer... doute, je pense que c'est déjà fait. Non, ce qui est intéressant dans ce flux d'informations, c'est le côté tridimensionnel de l'information.
apporter aux conducteurs et aux passagers. Donc les représentations holographiques, par exemple, permettent d'avoir une autre dimension qui dépasse simplement l'écran. Et on a pu voir à travers différentes concept cars, comme le concept car Lexus, justement l'illustration de ce côté tridimensionnel de l'information. Alors justement, photo à l'appui de cette fameuse Lexus, on va découvrir donc l'intérieur. On est plongé vraiment, c'est une expérience immersive en quelque sorte. Oui, exactement. Une expérience immersive qui va toucher quelque part tous les sens, avec des hologrammes qui sont tridimensionnels. Avec en fait, ce qui est important, c'est d'avoir de la technologie dans un véhicule, et on en voit de plus en plus aujourd'hui, mais que tout soit simple pour le conducteur, et évidemment pour les passagers, et surtout d'anticiper les besoins du client, qu'il y ait des choses, que tout se fasse naturellement pour que le conducteur reste concentré sur la route et dans un confort vraiment sans équivalent, j'ai envie de dire. Les hologrammes, ça fait penser un petit peu à Star Wars, hein. Et c'est vrai qu'il y a un peu plus de 30 ans, Star Wars ou même d'autres films montraient des technologies à base d'hologrammes, de 3D, et aujourd'hui ça devient un futur très proche. Alors, le point fort, c'est quand même le siège kinétique, et on va le découvrir en vidéo, parce que ce siège fait vraiment beaucoup parler de lui. C'est un peu le siège de Spider-Man quelque part, parce que bon voilà, ça ressemble à une toile d'araignée. Alors bien sûr, ce n'est pas une vraie toile d'araignée, hein, ce sont des fibres. Et là vraiment, c'est une surprise de voir ce siège ici au Mondial de l'Automobile. Oui, alors déjà au niveau technologie et matériaux employés, il faut savoir que la fameuse toile d'araignée qui est là, c'est des protéines de synthèse, donc on n'emploie plus de pétrole, de plastique dessus. C'est bio, ça nous rassure alors. Et ce siège, en fait, apporte des choses qu'on ne peut pas avoir avec les sièges actuels. C'est-à-dire qu'il va vraiment épouser le corps, puisque la toile va s'adapter au corps du conducteur, donc ce qui va être très bien pour le dos. Et ce siège, donc kinétique, donc c'est-à-dire cinétique, va également être en mouvement. On le voit quand, ici sur l'illustration, en fait, quand on marche, on a toujours la tête droite et le corps bouge. Et on se rend compte que dans une situation de conduite, dans les courbes notamment, le siège va pouvoir bouger le bassin pour avoir une position beaucoup plus confortable et maintenir le dos d'une façon complètement inédite, et va apporter énormément au conducteur, qui va d'une part être mieux focalisé sur la route puisque ce sera beaucoup plus confortable, et d'autre part pour des longs trajets, notamment sur des routes un peu plus sinueuses. Donc c'est plus reposant. Plus reposant, bien évidemment. Alors pendant que Gaëtan est en train de dessiner, Philippe Nemeth, est-ce que les élèves à l'ISD ont parfois des idées comme ça en rupture? On essaye, plus ils sont jeunes. jeunes, Leur confier des projets régulièrement. Alors, les étudiants travaillent bien évidemment sur des projets prospectifs en lien avec des constructeurs ou des grands équipementiers. D'ailleurs, un certain nombre d'étudiants de l'ISD Rubica rejoignent les constructeurs et les équipementiers en stage et en embauche. Une bonne partie des équipes d'Andreas sont constituées notamment. Ils jouent le rôle de mentor en quelque sorte, hein, c'est ça. Oui, et ces designers dans l'équipe, effectivement, les designers, les stagiaires ont besoin de mentors. Donc bien évidemment, les étudiants, plus ils sont jeunes, plus ils ont des idées un petit peu folles parfois. On aime bien, nous, en tant que pédagogues, essayer de les canaliser. Il vaut mieux qu'ils aient trop d'idées pour pouvoir les freiner un petit peu. Ce qui est intéressant, dans Rubica, ce sont 3 écoles. Une école de jeux vidéo, une école de cinéma d'animation et une école de design industriel, l'ISD. Et on est Donc il y a des passerelles en fait entre ces 3 écoles. Il y a des passerelles. Et de plus en plus de grands constructeurs sont justement intéressés par ce croisement, cette transversalité des métiers. Et des jeunes étudiants en jeux vidéo qui pensent travailler... On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, parce que les jeux vidéo, effectivement, par rapport aux véhicules autonomes, je pense qu'il y a une complémentarité assez intéressante. Absolument. Mais j'aimerais d'abord entendre Andreas, parce que, bon, Faurecia fait des sièges. Qu'est-ce que vous êtes dit, à moins que vous soyez derrière, mais qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu le siège kinétique? Est-ce que ça ouvre de nouveaux horizons? Échanger un petit peu avant, on n'est pas derrière ce concept-là. Ça aurait pu, contre, on a fait effectivement des études, on a déjà testé même des sièges du genre qui justement donnent le confort sans savoir la mousse. Donc ça donne d'abord une liberté stylistique nouvelle qu'on n'a pas connue dans allègement également, l'automobile. parce que c'est plus fin. Un allègement, il y a un gain d'espace, plus évidemment un nouveau confort ressenti. Donc j'avais déjà offert tout à l'heure qu'on pourrait collaborer pour rendre ça faisable et industrialisé. Parce que c'est exactement, pour rejoindre un petit peu les 2-3 dernières minutes, c'est exactement les étudiants qui ont souvent des idées, on pourrait dire classifiées de folles, mais là justement Lexus aussi va assez fort. Donc notre rôle, c'est très souvent de prendre les idées très très fortes qui dans un premier temps ne sont pas encore réalistes et de s'assurer de ne rien perdre de cette grande idée et la réaliser industriellement.
Donc ça, c'est tout le challenge, et c'est ça où le métier design, notamment, a un vrai rôle à jouer. Je vais vous demander de bien parler en face du micro, Andreas. Alors, on reste dans les sièges parce que Faurecia fait des sièges et justement, on peut voir vos sièges connectés sur votre stand. On va le découvrir dans un instant. Et donc, la grande tendance, c'est la santé, parce que donc, il faut que le conducteur soit bien assis, mais en même temps, on s'occupe de son bien-être. Oui, voilà, on parle beaucoup de bien-être, c'est un petit peu à la mode de parler de bien-être et c'est très important, mais vous avez absolument raison, la santé qui est beaucoup plus bas dans la pyramide de Maslow, elle est très importante. Donc là, on a notamment développé un siège qui, à travers des sensors, mais aussi à travers d'autres éléments à l'intérieur du véhicule, pas seulement le siège, capte tout mon état de santé, de bien-être et me permet de dire où je suis en train de conduire activement, où je suis dans une situation plutôt de conduite autonome. Et donc, ce n'est pas seulement ma position qui détermine, mais vraiment la fréquence cardiaque, la fréquence de respiration et beaucoup d'autres paramètres qui sont mesurés. Donc, je contribue au bien-être, mais aussi à la santé et même à la sécurité des occupants, pas seulement du conducteur, de tous les occupants. Alors, il y a aussi une fonction, on l'a vu rapidement en image, mais il y a une application en fait qui a été développée chez Faurecia où avec un smartphone, par exemple, on peut régler le siège de façon personnalisée, quoi, finalement. Et il faut même pas le régler, le smartphone me connaît, donc le siège se règle donc, quand dès mon que je le pose, est... hop là, on sait qui je suis. Et en plus, en même temps, le smartphone est déjà rangé de manière safe et de manière sécurisée, et je communique avec mon interface habituelle. Donc ça, vraiment, c'est fascinant. Enfin, les intérieurs qui vont arriver, c'est vraiment le numérique à tous les étages. Ça fait 100 ans que la voiture n'a pas changé. Il y a les 4 roues dans les 4 coins, il y a 4 à 5 sièges qui regardent dans le même sens. Et là, finalement, je pense qu'on peut et on doit même faire beaucoup de choses différentes. Et ce qui est beau, on peut faire une chose spécifique pour une marque Lexus, par exemple, ou pour une marque YX, d'autres. On a beaucoup plus de liberté et je pense que c'est un moment très intéressant dans notre vie d'industriel. Alors, chez Lexus, il existe déjà une caméra qui regarde le conducteur. Oui, exactement. Sur la Lexus LS, qui est notre berline, on va dire porte-drapeau, notre grande berline, nous avons déjà ça qui capte la vigilance du conducteur. Et dès que le conducteur va soit être moins vigilant, moins regarder la route, soit s'endormir, va tout de suite réveiller le conducteur. Et j'entendais parler tout à l'heure de capteurs dans les sièges. On l'a également aujourd'hui sur LS, où à l'arrière, on a des capteurs de température et qui vont, en fonction de la personne et de sa température corporelle, régler la climatisation du véhicule. Automatiquement, donc. Automatiquement, exactement. C'est formidable, on n'arrête pas le progrès. Alors, il y a beaucoup de concept cars sur le salon. Je propose qu'on découvre en photo d'abord l'intérieur du concept de Citroën CX-Perience, un intérieur tout jaune. Et donc, là aussi, c'est du numérique. Hein, ça préfigure donc une future voiture autonome, on peut l'imaginer. Vous en pensez quoi, Philippe Nemeth? J'imagine que là aussi, c'est sur votre liste de courses pour le prochain Festival de Paris. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est le mot, c'est expérience. Aujourd'hui, on travaille plus sur l'expérience. Que ce soit les équipes du design, les équipes techniques ou les équipes marketing, on va parler de l'expérience prochaine. On va sans doute parler beaucoup dans le futur de voitures autonomes. Ce qui est intéressant, c'est la transition entre le mode conduite manuelle et autonome. Donc l'expérience utilisateur est au cœur en fait de la préoccupation. Ce qui est intéressant dans ce concept car Citroën, bien évidemment, c'est on aime bien dire que le designer doit être des éponges, doit s'inspirer de différents univers. Il capte les influences partout. Absolument. Au salon du meuble de Milan, en avril, il y a plein de designers automobiles. Il y a des constructeurs automobiles, Lexus, pour ne pas les citer, qui sont présents et les équipes de designers sont envoyées également là-bas. Ils vont chez Ikea aussi, non chez Habitat ou ailleurs, mais il y a cette faculté effectivement de puiser, de s'inspirer de techno, bien évidemment, mais également de mode. Vous aviez parlé de Lagerfeld tout à l'heure, de mode, de mobilier, d'architecture. Donc c'est cette capacité de s'inspirer, de transformer, de le rendre compatible à une nouvelle expérience dans l'automobile, une nouvelle expérience de mobilité. Alors Andreas Vlasak, c'est vrai que jusqu'à une date récente, les intérieurs c'était surtout noir, hein, donc des couleurs un peu ternes. Aujourd'hui on voit l'intérieur des concept cars, c'est très coloré, très clair, et puis il y a des matériaux bio aussi, ça aussi c'est quelque chose d'assez nouveau. Oui, tout à fait. D'abord les couleurs, évidemment le noir c'est pour la revente après, donc on réduit les risques, les concept cars il ne faut pas les revendre, donc c'est plus facile. Mais là aussi, ne serait-ce qu'avec la lumière, on peut faire tellement de choses. Ce n'est pas la couleur forcément de la matière, avec la lumière, je peux déjà changer l'ambiance sans changer nécessairement la couleur même. Et après, tout ce qui est matériaux bio, évidemment, c'est pour l'allègement, c'est évidemment pour
pour la vraie histoire de la sustainability, la durabilité des matières. Donc on travaille énormément pour réduire le poids d'un côté et augmenter le contenu en matériaux nouveaux, ce qui nous permet en même temps de créer des bijoux de design, de mettre peut-être 2-3 grammes de plus, là où le consommateur a vraiment un avantage perceptible. Alors Vincent Tabel, vous pensez quoi de cette Citroën C-Expérience? Parce qu'on l'a découverte en images avant le mondial finalement, et certains considèrent que c'est l'une des stars de ce salon. Écoutez, pour être franc, j'ai pas encore eu l'occasion de l'approcher, mais je pense que juste après, j'irai faire un tour chez nos confrères à voir. C'est une vision un peu différente de ce que nous, on propose aujourd'hui, puisque nous, on est sur quelque chose de plus urbain avec UX, puisque c'est... Vous, c'est un SUV, alors que là, c'est une longue berline, c'est voilà. différent. Mais ça peut être intéressant à aller voir, comme tout concept. Hein. Nous, c'est vrai que les concepts chez Lexus, c'est toujours la vision du futur, ne pas fixer de limites à l'imagination, repousser. En fait, si la technologie n'existe pas aujourd'hui, le concept car doit créer des technologies pour le futur, clairement. Et après, retrouver ces technologies dans nos vrais autos de série. Donc, j'espère que c'est le cas aussi. Ce qui est bien, c'est que Lexus, ils mettent un peu plus de wasabi maintenant dans leur portion, donc ça veut dire qu'ils vont mettre des choses intéressantes. Alors, on va rester sur la Citroën C-Expérience. On a cette voiture en vidéo, on va la voir évoluer. Alors, la vraie question qu'on peut se poser, c'est le jour où la voiture sera autonome, bah, finalement, qu'est-ce qu'on va faire pendant les moments où on ne conduit pas? Vous êtes penché là-dessus, naturellement, chez Faurecia? Oui, on le fait constamment. Donc, ça fait des années qu'on a cherché à enlever tout ce qui est une distraction pour le conducteur, mais non, il faut créer la distraction pour le conducteur. C'est le paradoxe. Tâche. Et effectivement, il y a énormément de choses à faire. Par contre, c'est simple. À la fin, qu'est-ce que je fais quand je suis dans un train? Qu'est-ce que je fais quand je suis dans mon salon? C'est ça, les tâches qu'on va performer. On va lire, on va parler, on va travailler, on va manger. C'est des choses très normales qu'on va faire. Donc, une chose aussi simple qu'une table devient importante, autant que les écrans, la technologie sophistiquée. C'est pour ça, le fait que la Citroën dont on parle, je vois d'abord un canapé, je vois du bois, donc c'est très normal aussi de voir des matériaux un petit peu low-tech. Vous allez mettre des livres à côté pour... Ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu. Et justement, c'est ça ce qui est très très beau. Donc on travaille justement, vous avez peut-être vu sur le stand Faurecia les galets qu'on a. Donc on a créé un salon aussi sur notre stand, une vraie ambiance salon pour dire justement, non, ce n'est plus une ambiance automobile qui est restreinte et limitée à l'automobile. Donc on permet à bouger, à être dans des positions différentes. Et après, comme on a déjà dit tout à l'heure, il faut remettre le conducteur dans sa position de conduite. Parce qu'avant qu'on conduit plus du tout, à 0%, il y a encore de bonnes générations de véhicules qui vont passer. Alors on parlait tout à l'heure des jeux vidéo, Philippe Nemeth, et c'est vrai que j'ai vu passer l'autre jour une étude, il y a une équipe Pontier qui disait, mais le jour où la voiture sera autonome, ceux qui jouent un jeu vidéo pendant ce temps, leur esprit reste finalement actif, ce qui fait que quand il faudra reprendre les commandes de la voiture, ils seront au top. Oui, c'est une approche ça paraît logique. Absolument logique. Ce que je vous dis à propos du jeu vidéo, c'est qu'on a des jeunes, des étudiants qui veulent concevoir des jeux vidéo qui n'ont pas idée que des grands constructeurs sont intéressés par ce genre de profil. Et qui met en scène donc la voiture, qui se joue dans leur voiture. Absolument, ou pas mal d'autres choses. On a été approché par un grand constructeur de motos, que je ne citerai pas, qui a réfléchi sur la nouvelle compétition de demain. Ça ne sera pas uniquement le meilleur pilote qui va arriver le premier, mais le public va participer. Il va y avoir une interaction entre le public et le véhicule. Donc finalement, on va faire cette course, cette compétition en mode moitié virtuel, moitié réel. Donc on va naviguer, à mon avis, beaucoup entre ce mode autonome, ce mode manuel, ce monde virtuel, ce monde réel. On parle de réalité augmentée. Le grand public, ça ne lui parle pas encore beaucoup aujourd'hui, mais de la réalité augmentée. On le voit sur les smartphones aujourd'hui, et il y a beaucoup de réalité en tout cas virtuelle sur le salon cette année. Ce sont les grandes tendances de demain. Et comme disait Andreas, l'habitacle n'a pas évolué depuis 100 ans. Mais justement, la conduite autonome peut être l'ouverture, et peut-être qu'on peut faire autre chose des vitres que de regarder à travers pour voir le paysage. Ça serait donc un écran géant. Absolument. Il y a un certain nombre d'études, il y avait des études notamment de la marque Toyota sur Windows on the World qui étaient tout à fait intéressantes sur cette interaction qu'on peut avoir de l'intérieur à l'extérieur. L'écran Lexus qui deviendrait un écran géant, le pare-brise, vous y croyez, Vincent Tabel? Je pense qu'on est encore, comme vous le disiez tout à l'heure, à 1, 2, peut-être 3 générations de véhicules avant d'en arriver là.
C'est vrai que nous, aujourd'hui, on utilise déjà notamment les pare-brises pour projeter pas mal d'informations aux conducteurs, que ce soit la vitesse, les infos de navigation, etc. L'hybride également, voir si c'est la batterie ou le moteur qui entraîne le véhicule. On a l'animation qui s'affiche effectivement sur projetée sur l'écran. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que l'une des questions qu'on se pose, et chez Forestia, je sais que vous financez ce genre de recherche, c'est est-ce que le conducteur, dès lors qu'il devient passif, ne risque pas de devenir malade? Parce qu'il y a le mal des transports qui, parfois, s'applique aux passagers, mais qui pourrait s'appliquer aussi au conducteur, dès lors qu'il ne conduit plus. Voilà, et donc, ça, effectivement, ça limite un petit peu les positions qu'on peut prendre. Si je regarde vers le ciel et si je suis un petit peu atteint par cette faiblesse, j'ai effectivement un problème. Là, on peut mitiger, on peut réduire cet effet-là par des bandes de lumière pour créer des horizons, un horizon même virtuel, pour que l'œil ait toujours cette référence qu'il a besoin, pour que le cerveau le travaille et fait le computing de ce signal. Donc effectivement, on travaille sur cet effet-là aussi. Tout le monde rêve de la conduite autonome. Il y a quelques freins à ça. Ce n'est pas pour freiner le développement, c'est juste pour le canaliser, pour résoudre les problèmes qui se posent sur le chemin. Et on travaille dessus. Je me souviens d'un concept car, c'est la Rinspeed sur base de Tesla, où là carrément le conducteur en fait était dos au volant et pouvait donc carrément s'allonger sur une banquette. Est-ce bien sérieux, Philippe Nemeth? Si on a confiance en la voiture autonome, pourquoi pas? On peut, la technologie qui s'est développée il y a une dizaine d'années, qu'on appelle le drive-by-wire, donc qui remplace tous les liens mécaniques entre l'habitacle et le châssis, permettent justement, à partir du moment où on sera dans un mode autonome et qu'on aura confiance, et ça prendra effectivement, c'est ce côté appréhension de l'auto autonome, prendra, vous vous souvenez, la ligne 14 du métro. Bon, ça a pris quelques semaines ou quelques jours, mais on s'y est fait très bien au métro autonome. Mais il y avait une appréhension d'une certaine part du public. C'est un peu pareil d'ailleurs pour les navettes autonomes, parce qu'il y a des navettes en test actuellement à Lyon notamment avec Navia. Absolument. Et les gens qui montent dedans, quand on les voit à la télé, ils ne sont pas terrorisés. C'est le futur. Alors en parlant de futur, j'aimerais qu'on voit à présent un concept qui n'est pas présent sur le salon, mais qui a marqué un petit peu l'histoire de ces derniers mois, parce que c'est le concept BMW Next 100, parce que vous savez que la marque allemande fête son centenaire cette année. Et donc voilà la voiture qui pourrait annoncer les 100 prochaines années. Je vous laisse, Andreas, m'indiquer un petit peu votre perception de cette voiture. Je ne l'ai malheureusement pas encore vu en vrai, donc je connais évidemment les images. Donc ce que je trouve, c'est un des concepts les plus forts des dernières années, déjà par le fait que l'intérieur et l'extérieur communiquent ensemble. La matière bouge. Donc même la carrosserie, d'ailleurs, la géométrie s'adapte en fonction de la route. Exactement, la géométrie s'adapte. Donc ça nous ouvre des possibilités. On n'a plus la séparation traditionnelle des zones de produits telles qu'elles étaient définies dans le passé, avec une planche de bord, une porte, une aile, etc. Tout ça, ça devient fluide. Il y avait déjà un concept de Gina bien avant chez BMW. C'était une toile, c'est ça, la Gina. Avec une toile qui bougeait, donc ça prévisageait déjà un petit peu ce qu'on voit maintenant. Donc je pense là, il y a une vraie intelligence d'une intégration de la technologie dans un ensemble qui a un sens et qui redéfinit l'automobile. Ce n'est pas seulement l'automobile de demain, c'est un autre produit. Je pense à autre chose, c'est que si ça se trouve, la plupart des pièces seront imprimées en 3D. Ou les pièces, ou au moins les outillages pour fabriquer des pièces. C'est une deuxième option qui peut être encore plus réaliste, encore plus court terme. Philippe Nemeth, ça va être plus dur celle-là pour l'avoir, peut-être, mais sait-on jamais? On y travaille. Mais effectivement, comme Andreas, je sais pas. Parce que la voiture n'a encore jamais été exposée en France. Elle a fait un tour du monde, elle est allée aux États-Unis, en Asie, mais pas encore en France. Absolument. Donc j'ai pas eu l'occasion, comme Andreas, de voir cette voiture. Donc c'est tout à fait intéressant. La voiture qui se métamorphose, qui va s'adapter finalement, un petit peu inspirée du monde animal, s'adapter effectivement s'il y a besoin de. On appelle ça le biomimétisme. Absolument. Vous l'enlevez de la bouche. Donc le Désolé, effectivement, ouvre des possibilités incroyables de se dire qu'effectivement la voiture à haute vitesse, si elle fait 1m10 ou 1m20 de hauteur, il y aura moins de surface frontale, donc ça sera plus efficace. Il y a aussi le fait aérodynamique, il y a cette Mercedes qui s'allonge aussi, qu'on avait vu à Francfort. Il y a le IAA concept, absolument. Donc la voiture qui se transforme effectivement selon les utilisations. C'est aussi simple que des barres de toit qui sont un peu plus barbares, mais c'est un petit peu l'idée. J'ai besoin effectivement de plus d'espace, j'augmente la capacité. Mais là, de façon extrêmement subtile. Et comme disait Andreas, effectivement, cette connexion intérieur-extérieur est tout à fait fabuleuse. On a eu pendant des décennies des designers intérieurs, des designers extérieurs qui se causaient pas beaucoup. Avant, c'était cloisonné. Aujourd'hui, on essaie d'avoir une vision transversale des choses. Et les gens de Forestia, notamment, sont vraiment les décloisonneurs.
bien ça, oui, j'aime bien. Ouais, on retiendra le terme. Alors c'est vrai que du coup, vous avez dû changer peut-être le mode de recrutement de vos équipes, ou en tout cas les laisser s'imprégner d'une autre culture finalement, une vision plus globale des choses. Oui, et ça fait effectivement déjà un moment qu'on ne recrute pas seulement des designers purement automobiles, parce que le décloisonnement, c'est déjà entre intérieur et extérieur, mais comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est déjà entre le monde de la mode, le monde des jeux vidéo. Très important, tout ce qui est les meubles, l'ameublement, les bijoux, il y a beaucoup d'influence. On a déjà ces personnes dans nos équipes. On va continuer comme ça. Alors on va découvrir maintenant une dernière vidéo, c'est celle de la Mini, c'est la version Next 100 également. Volant à droite, parce que c'est une voiture anglaise. Vincent Tabel, qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces images un petit peu futuristes Là, on est vraiment au-delà de 2020, clairement. En fait, on parlait d'expérience tout à l'heure. On parlait d'expérience et clairement, sur tous les concepts que l'on voit aujourd'hui, on retrouve beaucoup de choses liées au sensoriel, liées à... En fait, l'automobile est en train d'évoluer. La luminothérapie, parce que là, on le découvre très clairement, mais c'est vrai que l'ambiance, c'est ça, quoi. Et la tous lumière les s'adapte en sens, fonction de mes envies, de mon humeur. Quand on parle de matériaux, d'ameublement, au niveau de tous les sens doivent être vraiment, même l'odorat, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'automobile qui permettent d'évoluer là-dessus. Et clairement, on voit que tous les sens, non seulement du conducteur, mais des passagers, vont être vraiment mis en éveil pour une expérience différente. Et ça, je trouve que clairement, pour les années à venir, ça laisse envisager de très très belles choses. Et tous les concepts que l'on voit là sont très intéressants, puisqu'ils vont tous dans ce sens-là, de la dématérialisation de certaines choses, et surtout une évolution qui n'est plus axée uniquement sur la conduite, mais qui prend aussi soin des passagers, que ce soit pour leur santé, comme on le voyait tout à l'heure, et comme on le retrouve avec le Kinetic Seat chez Lexus, et que ce soit aussi dans l'expérience au niveau du son. Beaucoup de choses sont faites, par exemple, chez nous avec Mark Levinson, pour avoir quelque chose de différent et qui sort complètement de l'automobile. Alors on va découvrir maintenant, pour terminer cette émission, les dessins de nos deux jeunes étudiants, parce que là il y a Gaëtan qui est en plateau, mais il y a Odilon qui est de l'autre côté de la vitre et qui a également travaillé sur ça. Alors voilà, face à toi, tu vas donc montrer, face à la caméra, on va zoomer dessus et donc regarder. Donc ça c'est le travail d'Odilon, c'est ce qu'il a donc inspiré donc, pour cette esquisse sur l'habitacle de demain. Et donc si tu peux pareil montrer le dessin, donc ça c'est le tien. Là, pour le coup, si tu es capable de le montrer, et puis on le montre d'abord, et tu vas nous dire en quelques secondes ce qui t'a inspiré finalement pour cette épure de planche de bord. Ce qui m'a inspiré principalement, donc c'est ce qui a été dit, c'est le sensoriel, les matériaux. Donc un travail autour du bois pour apporter quelque chose de plus chaleureux à l'intérieur. Donc comme dans la voiture autonome, on est amené à vivre à l'intérieur de cette voiture. Le bois est un élément principal qui constitue nos vies en général. Et donc du coup, c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans cet intérieur, cette planche de bord. Merci en tout cas à tous les deux pour cette performance et merci à nos invités du jour. On se retrouve dans un instant pour notre expert. Merci. Notre expert du jour, c'est Yvonique Gazot, directeur du site innovation.com. Bonjour Yvonique. Oui, bonjour. Alors tu viens juste à côté, parce qu'en parallèle, il y a les ateliers de la PFA, donc la filière automobile, et tu suis ça naturellement avec beaucoup d'intérêt pour ton site. Et avec toi aujourd'hui, on va parler d'allègement, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui la préoccupation majeure des constructeurs. Qu'est-ce que tu as vu sur le salon d'intéressant à ce propos ? Dans le salon, on voit des nouvelles solutions d'allègement. Et il se passe vraiment des choses extraordinaires sur l'allègement, parce qu'on peut dire on va alléger, on va mettre de l'aluminium, on va mettre de la fibre de carbone. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les choses ne sont pas si faciles que ça. Et en plus, la technologie avance tellement qu'il y a des choses étonnantes qui arrivent. Et une vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. Il n'y a pas de dogmatisme en fait dans la question. Non, du tout, on ne peut pas. On s'aperçoit par exemple qu'on disait la voiture en aluminium, c'est vraiment l'intérêt, c'est l'objectif, il faut faire des voitures en aluminium. Tout le monde disait qu'il faut faire comme Audi par exemple à une époque. Voilà. Et puis en fait, on s'aperçoit que l'aluminium est très léger, mais en fait ne progresse peu en résistance. Et l'acier est toujours bien plus lourd, mais progresse en résistance. Donc maintenant, on a des aciers vraiment très résistants. Haute limite d'élasticité, comme on dit. Une limite d'élasticité très élevée. On est parti à 500 mégapascales, on est passé à 1000. Maintenant, on arrive à 1500 mégapascales et ArcelorMittal vient par exemple d'annoncer 2000.
Donc une rigidité accrue, et donc ça Accrue. veut dire moins de pièces finalement, enfin moins de rivetage. Alors ce qui se passe, c'est donc plus l'acier a une limite élastique élevée, moins on met de matière et donc plus c'est léger. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'acier est tellement rigide qu'on en met beaucoup moins et on peut faire des voitures plus légères que l'aluminium. Donc c'est un peu un retournement dans la technologie avec certaines limitations, par exemple un capot moteur. Donc on va faire un capot moteur plus fin, sauf qu'on est maintenant à 0,6 mm et on ne peut pas faire plus fin parce qu'après ça va plier, flamber. Donc les capots moteurs, les portes, c'est encore l'aluminium qui est le matériau le plus avantageux. Et puis pour toute la caisse résistante pour les chocs frontaux, c'est l'acier qui est le mieux. Donc on n'est plus du tout sur un combat soit aluminium, soit acier. Aujourd'hui, c'est l'un et l'autre. Hein. C'est le juste emploi de chaque matériau. C'est de l'acier et de l'aluminium. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on parle d'allègement alors qu'on voit de plus en plus de 4x4 dans les allées du salon. Et je crois que c'est notamment chez Land Rover pour le Discovery en fait, où ils ont fait des gains spectaculaires en matière d'allègement. Oui, à chaque nouvelle génération, on gagne 200 kilos. C'est énorme, c'est des choses étonnantes. Mais par exemple, le Range Rover, il est tout aluminium, mais avec des renforts acier sur le pied milieu par exemple, parce que l'acier va mieux encaisser les chocs. Et à côté de ça, Volvo fait le XC90, tout acier, et il n'est pas plus lourd, il est même légèrement plus léger que le Range Rover qui est en aluminium. Donc ça veut dire que les ingénieurs ont encore de la ressource et que bon, il y a encore beaucoup de possibilités. Oui, puis c'est un combat continu entre l'acier et l'aluminium. Chacun va faire ses progrès, mais le meilleur emploi, c'est un mix de chaque matériau, et avec un nouveau challenger qui est la fibre de carbone. Alors justement, les composites, est-ce qu'on peut en voir sur le salon ? On peut en voir, par exemple, si vous passez sur les stands Forcia et Plasticomium. Il y a effectivement des avant et arrière de véhicules. Oui, donc il y a des parapanaillons arrière totalement en polymère, une C4 Picasso, c'est totalement du polymère avec juste la vitre donc en verre. On va avoir des planchers en polymère renforcé, donc là où on met les pieds, ça sera plus de l'acier, ça sera un plancher en polymère renforcé, fibre de verre. Donc là, c'est des nouveaux gains, on aura des échappements plus fins, il y a beaucoup de choses qui bougent. Des suspensions en fibre de carbone, par exemple, ce ne sera plus l'acier qu'on connaît hélicoïdal, ce sera de la fibre de carbone. Merci Vonique Gazou, on te laisse suivre à nouveau les débats de la PFA. À suivre une start-up qui vous aide à trouver des places de parking. Et on accueille William Rosenfeld. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes le fondateur de Zenpark. Alors, il existe déjà des startups qui aident à trouver des places de parking, le partage. La différence pour vous, c'est que le parking, lui aussi, il est connecté. Oui, absolument. On connecte les parkings. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une demande énorme. Il y a à peu près un automobiliste sur 3. Notamment à Paris, mais pas que. Il y a grosso modo un automobiliste sur 3 en circulation qui est à la recherche d'une place de stationnement à Paris, en France, en Europe et au-delà de l'Atlantique. Et l'idée, elle est simple. On sait par ailleurs qu'il y a à peu près 2 à 3 millions de places libres dans les parkings, pas des copropriétaires, mais les parkings des hôtels. Voilà, des hôtels qui ont quelques quotas de place, ou ça peut être un autre établissement, et donc, vous passez un accord avec eux. Voilà, on passe un accord avec ses partenaires, avec des bailleurs sociaux, avec des administrations, avec des supermarchés, et on va finalement équiper ce parking, comme vous dites, on va le connecter. On a développé une technologie qui est brevetée, qui permet en l'espace de 4 heures de transformer, on va dire, un parking dit privé, un parking d'entreprise, en un parking partagé, connecté, qu'on va mettre à disposition des automobilistes. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que ce parking, on peut l'ouvrir avec son smartphone. Oui, absolument. C'est le sésame. Ça fonctionne, je peux en témoigner. Parfait. Ça fonctionne aujourd'hui pour à peu près 60 à 70 000 clients chez Zenpark. Effectivement, l'objet, c'est faire de telle sorte que ce soit ultra simple pour l'automobiliste. Donc, il s'agit de s'inscrire sur zenpark.com. Bon, ça prend quelques secondes. De télécharger l'application qui va bien sur le smartphone. Absolument.
Et ensuite, immédiatement, avec cette application, vous pouvez localiser le parking qui vous intéresse, réserver votre place à l'avance ou de façon immédiate si vous êtes devant le parking. Et comme vous l'avez très bien dit, utiliser votre téléphone pour ouvrir le parking. Il se transforme finalement en une télécommande. Et justement, la télécommande existe aussi pour ceux qui, par exemple, n'auraient pas le bon smartphone compatible. Alors aujourd'hui, on a la chance qu'on a des solutions pour l'ensemble des smartphones, puisqu'on a même un site mobile. Pour autant, on a des utilisateurs très intensifs qui mixent les deux. Comme vous dites, on a aussi développé une petite télécommande. Là, c'est les utilisateurs qui laissent en général la petite télécommande soit accrochée à leur clé, soit directement... c'est plus facile. Ouais, voilà. Donc ils utilisent le smartphone pour localiser la place, faire leur réservation, puis arriver devant le parking, ils utilisent la petite télécommande. Donc ils savent jongler avec les deux. Alors Zenpark est une actualité sur le mondial, vous avez un accord avec Suzuki cette année? Oui, absolument. En fait, on s'est rencontré avec Suzuki, je dirais, au départ, plus autour de valeurs du citoyen, de l'inscription dans la ville, une approche un peu durable de la mobilité. Et voilà, on a souhaité faire un partenariat ensemble. Du coup, on a organisé un grand jeu concours. On a mis en jeu presque 600 heures de stationnement offerts. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis, on offre aussi une centaine d'heures à chaque particulier qui achèterait une Suzuki sur le salon. Alors, Zenpark, ça existe à Paris, mais pas seulement. Un peu partout en France, vous commencez à proposer votre offre. Oui. Alors, on a débuté à Paris parce qu'au départ, la start-up est parisienne. Mais effectivement, maintenant, on s'est étendu à 15 grandes villes en France. On a annoncé il y a une dizaine de jours l'arrivée à Reims. Et là, on va prochainement annoncer notre arrivée à Lyon, puisqu'on est déjà à une vingtaine de parkings et on n'a pas encore communiqué dessus. On voit que cette année, les startups sont à l'honneur. C'est plutôt une bonne chose. Comment qualifiez-vous cette évolution ? Effectivement, c'est une très bonne chose. Voilà, on voit que Blablacar est sur le salon. On a la chance d'ailleurs d'avoir Frédéric Mazzella, qui est le fondateur de Blablacar, à notre capitale. Donc il croit au projet Zenpark. Vous avez invité des spécialistes de l'autopartage, des Drivey, des Coulicars. Voilà, on sait que la prochaine grande vague de la mobilité partagée, c'est le parking partagé automatisé, le parking partagé connecté, comme on le fait. Donc voilà, on est content aussi du coup de pouvoir assez rapidement finalement être aux côtés de Suzuki pour se faire connaître. William Rosenfeld, merci. On termine avec la présentation d'un des plus beaux concepts du salon. Et j'ai choisi ce matin de parler de la DS e-Tense. Ce concept est présenté pour la première fois au mondial. C'est une GT électrique que les Parisiens ont pu voir puisqu'elle avait roulé dans la capitale et aux Invalides lors du e-Prix de Formule E. La e-Tense revendique une autonomie de plus de 300 km grâce à sa batterie de 53 kWh. Les batteries lithium-ion sont placées sous le châssis de la voiture, ce qui permet d'avoir un centre de gravité bas. L'auto développe un couple de 516 Nm et accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes 5. Parmi les technologies innovantes, le système Clean Cabin intégré à la climatisation. Il détecte, analyse et filtre de façon permanente les polluants venant de l'extérieur et assainit ainsi l'air de l'habitacle. L'autre nouveauté, c'est l'interface homme-machine. La DS e-Tense embarque un grand combiné numérique associé à un écran tactile pour avoir accès à toutes les infos, dont la qualité de l'air. On se retrouve demain pour un autre numéro d'Auto-Techno. On parlera de l'après-vente connectée et des mises à jour qui se feront en ligne. La suite de la TV du Mondial à 14h. Nicolas Lefrançois pour l'auto dans tous ses états. Et moi, je vous retrouve à 17h pour On refait le Mondial. Bonne journée, salut à tous.